me découvres aujourd'hui en mode excursion. Dans le Airbnb où je suis en ce moment, il y a trop de bruit à cause du trafic qui passe à côté du logement. Je suis pas capable de faire mes vidéos à l'intérieur. Aujourd'hui, on essaie donc quelque chose de nouveau. La semaine dernière, je t'ai parlé du jeu indie sur lequel je bosse en ce moment, Quack Tales. Si t'as manqué cette vidéo, je t'invite à aller la regarder avant celle-ci parce qu'on couvre les origines du projet ainsi que les intentions de design et qu'aujourd'hui, on va s'intéresser au prototype et à la situation de gameplay live. Le jeu est une grosse chasse au trésor justifiée par des événements narratifs qui t'incitent à partir à la recherche de ces trésors. L'idée, c'est que dans chaque niveau de jeu, tu as un trésor thématique à trouver qui fait office d'objectif principal ainsi que de condition de victoire pour ce niveau. Si tu as trouvé le trésor que tu es venu chercher, tu as gagné, tu peux retourner au manoir. Le manoir, lui, c'est un hub central dans lequel les personnages se retrouvent entre chaque niveau. C'est en explorant le manoir que tu peux obtenir des informations nécessaires pour accéder aux autres niveaux. Tu fouilles les pièces du manoir, tu trouves les informations et tu obtiens les coordonnées à donner au pilote pour te rendre à ta prochaine destination, au prochain niveau. Idéalement, j'aimerais faire en sorte que tu puisses trouver des informations sur plusieurs destinations en même temps et que tu puisses choisir dans quel niveau tu veux te rendre par rapport à ce que tu penses pouvoir y trouver. Dans la situation de gameplay, pour garder les choses simples, on skip l'étape du manoir et tu commences directement dans la destination voulue. Pour garder ça encore plus simple, la destination voulue pour l'occasion, c'est une annexe du manoir. Pour la justification narrative, tu vas voir, c'est ultra complexe. Picsou garde un de ses hautes formes préférées dans l'aile ouest, et si les neveux veulent lui prouver qu'ils sont prêts pour l'aventure, ils doivent aller le récupérer pour lui. Évidemment, le chapeau, il n'est pas juste posé sur une table basse, il est caché, protégé dans un lieu secret que seule la résolution d'une énigme va pouvoir permettre de trouver. Vu que Picsou est joueur, il donne un indice au gamin et accessoirement à toi, le joueur. Le but de la situation de gameplay, c'est donc de visiter cette annexe, découvrir où se trouve le chapeau en résolvant l'énigme et le ramasser. Quand tu as fait ça, la situation est complétée, tu as gagné. Accessoirement, si les neveux veulent prouver leur talent de chasseur de trésors, ils doivent aussi ramasser le plus de loot possible. Mais il faut savoir que c'est absolument possible de compléter le niveau avec un compteur de loot à 0. Et maintenant, on découvre l'écran de jeu. En haut à droite, on trouve le compteur de loot dont je te parlais. L'objectif sous-jacent de chaque niveau. C'est l'équivalent du score de niveau, plus il est élevé, meilleur aventurier tu es. En bas à gauche, on a les statistiques pour nos persos. On constate que l'icône de Yui, le rouge, est highlighté, ce qui veut donc dire que c'est le personnage actif et que c'est au travers de ses yeux qu'on découvre l'environnement en ce moment. On voit aussi que chaque canard a sa propre barre de vie, représentée par des cœurs. Si un des canards perd tous ses cœurs, c'est game over. Ça reste une équipe soudée et ils vont pas abandonner un membre de la famille pour continuer l'aventure sans eux. En bas à droite, on a le bouton pour afficher les contrôles. Là, on découvre comment les canards peuvent sauter, s'accroupir, interagir avec l'environnement, leur habilité spéciale et aussi comment changer de personnage. On le voit pas dans cette vidéo, mais tu peux maintenant changer de personnage dans les deux directions. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose que je prévoyais faire anyway et plusieurs de mes amis me l'avaient mentionné quand je leur ai fait essayer le proto avant mon départ de Montréal. Toujours en bas à droite, tu as également la minimap. Ça, c'est le pouvoir passif du rouge. Ça veut dire que tu peux uniquement la voir quand tu le contrôles lui. Ce qui nous amène aux habilités, et tu vas pouvoir constater qu'elles sont vraiment calquées sur la personnalité des canards dans le reboot du dessin animé. Le rouge, Yui, c'est celui qui est smart. Il se repère dans l'espace, et c'est pour ça qu'il te permet de voir la map qui va s'updater à chaque fois que tu rentres dans un nouvel endroit. Pour le coup, dès que je rentre dans cette pièce, pouf, elle s'affiche, mais uniquement les sections dans lesquelles je suis déjà rentré. Et on constate qu'il faut que je rentre dans les autres pièces pour les afficher sur la map. Le rouge prend aussi des notes dans son carnet. T'appuies sur Y et tu peux consulter l'équivalent du manuel des castors juniors où tu vas trouver des documents, des notes et des indices. Là, par exemple, on voit des débuts de pistes pour essayer de comprendre ce que Picsou voulait dire par First Love. Mais on pourrait aussi imaginer que tu cherches un tableau en particulier. Du coup, tu gardes ton bouquin ouvert, tu compares avec la référence dedans à chaque fois que tu croises un tableau dans l'environnement jusqu'à ce que tu trouves celui que tu cherchais. Dewey, le bleu, c'est l'athlétique du groupe. Lui, il a plus d'énergie et ça se traduit par le pouvoir passif d'un 4e cœur qui lui permet de prendre plus de dégâts que les autres canards. En supplément, il peut également sauter plus haut. Par exemple, avec le vert, je ne peux pas sauter sur cette table, mais le bleu, lui, y arrive sans problème. Louis, le vert, c'est le canard cupide du groupe. À chaque fois qu'il ramasse du loot,
le loot ramassé vaut plus d'argent que si un autre canard l'avait ramassé. C'est son pouvoir passif. Initialement, j'avais trouvé cette idée intéressante parce qu'elle ajoutait un petit layer de puzzle supplémentaire de comment je ramasse ce loot-là avec le verre. Le problème avec cette habilité, c'est qu'elle va à l'encontre de l'expérience, dans le sens où tu ignores tout le loot avec tous les autres canards parce que tu veux principalement le ramasser avec le verre. Il n'a pas encore de pouvoir actif, mais je compte bientôt lui donner un lance-pierre qui va lui permettre d'activer des trucs à distance, briser certains ingrédients, etc. etc. Le rose Wabi, elle est un peu à poil en ce moment. Initialement, j'avais pensé faire le jeu avec 3 personnages, le chiffre magique, mais je l'ai ajouté à la 3e semaine de développement parce que ça commençait à me faire mal au cœur de ne pas l'inclure dans l'aventure. Pour son pouvoir passif, je pense lui donner des lunettes de vision nocturne, mais je suis pas encore sûr à 100%. J'aime l'idée, ça fit bien avec le thème d'exploration, mais c'est le genre de gameplay qui file un peu gimmick, dans le sens où t'as vraiment juste à booster le contraste de ton écran pour le bypass. Pour son pouvoir actif, ça va être un grappin qui va s'accrocher à certaines surfaces et lui permettre de visiter des zones du niveau auxquelles les autres n'ont pas accès, avec peut-être l'option de laisser une corde pour que les autres puissent y grimper. La dernière fois, on jasait qu'on allait revenir sur le moteur de la tactique et voir comment ça se traduisait d'un point de vue de gameplay, et c'est maintenant que ça se passe. Il y a 3 avantages principaux à gérer une équipe au lieu de gérer un seul personnage. Le premier, c'est les habiletés en elles-mêmes qui permettent à certains personnages d'accéder à un endroit dans lequel les autres canards ne peuvent pas se rendre et d'interagir avec différents ingrédients. Par exemple, il y a juste le bleu qui peut sauter par-dessus cette poutre. Le deuxième avantage, c'est la collaboration et la coordination. Ça, c'est utiliser un des personnages pour garder un passage ouvert que les autres canards peuvent maintenant emprunter. Donc si je veux passer au travers de cette ouverture ici, j'ai besoin qu'un autre canard aille garder la pressure plate activée. Une fois que c'est fait, pouf pouf, je peux me glisser sous la table et découvrir le nouveau lieu. J'en profite ici pour faire une petite parenthèse et souligner que pouvoir naviguer sous une table fait également partie des choses que je trouve rigolotes à faire en première personne. Pour moi, ça c'est vraiment le genre de truc qui me replonge dans mon enfance en mode hihi, je suis caché sous la table et alimente la fantaisie d'incarner une bande de gamins. Pour en revenir à la collaboration, on peut imaginer une situation où tu aurais besoin d'interagir avec plusieurs leviers en même temps, ce qui est intéressant quand tu sais qu'amener un des canards à l'endroit requis peut déjà être un petit puzzle en soi. Le troisième avantage tactique, c'est les interactions entre les canards. Ça veut dire que les canards présents dans l'environnement peuvent possiblement devenir des ingrédients à utiliser par les autres. Par exemple, si j'ai absolument besoin que le rouge monte sur cette table, je peux utiliser un des autres canards pour lui donner un boost. Pour le moment, j'ai juste cette interaction présente dans le jeu, mais j'en prévois d'autres, et elles vont généralement servir à démontrer que l'union fait la force en mode bande de gamins qui se montent dessus. En termes de lisibilité de l'environnement, pour le langage visuel, j'aime garder les choses simples. Au travers du prototype, je joue beaucoup sur les contrastes pour amener une lisibilité rapide de l'environnement. Je veux voir les choses qui pop, les choses qui ont l'air un peu différentes, les points d'accès aux pièces suivantes, etc. etc. C'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de texture pour le moment. Et des textures, j'en mettrai pas tant que je suis pas satisfait du layout, de l'agencement des pièces et de leur connexion. Ah ouais tiens, c'est vrai qu'il n'y a pas de plafond non plus. Parce que si je mets des plafonds, je perds la lumière naturelle et il faut que je fasse une passe d'éclairage. Donc fuck les plafonds, c'est pas nécessaire pour le moment. Donc il y a 3 couleurs principales, blanc et gris pour la géométrie, marron pour le mobilier et les choses en bois, et orange pour ce qui est possiblement interactif et ou qui a de la valeur. Par exemple, la commode ici, je peux comprendre que je peux l'ouvrir parce qu'une des poignées du tiroir est orange, alors que les autres sont blanches. Même si je me colle dessus, je vois qu'il n'y a pas d'highlight et qu'il ne se passe rien quand j'appuie sur X. Et ça s'applique également aux éléments interactifs et au loot que tu trouves dans l'environnement avec mes magnifiques particules à paillettes. Quand tu t'approches et que tu regardes, il y a un highlight d'interaction qui apparaît. Quand je suis à côté et que j'appuie sur X, il ne se passe rien, mais dès que je passe dessus, ça apparaît, ça signifie que je peux interagir avec. Vu que l'interaction avec les ingrédients de jeu ne devrait pas constituer un challenge, j'ai rajouté un petit viseur au milieu de l'écran pour faciliter les choses et le radius de détection est un peu large aussi. Parce que j'ai vraiment aucun intérêt à ce que ce soit pixel perfect pour interagir avec. Moi ce qui m'intéresse plus, c'est je vise globalement dans la direction de l'objet, est-ce que je suis assez proche? Oui, pouf, je peux interagir avec. Tout le loot que tu vois là, c'est du loot gratuit, dans le sens où tu as vraiment juste à te pencher pour le ramasser, mais évidemment, il y a plein d'autres loots cachés partout. Également, même si le but du jeu est de ramasser des trésors, idéalement, on ferait ça sans que ça file trop capitaliste. Genre, la motivation des canards à ramasser du loot ne devrait pas juste être de devenir encore plus riche. À la place, elle serait plutôt liée à la justification narrative. En l'occurrence, on pourrait imaginer que l'orphelinat de la ville menace de fermer ses portes à cause de manque de fonds et que plus tu ramasses de loot, plus tu vas l'aider. Maintenant qu'on a fait le tour des features et des explications, c'est le moment de partir à la recherche du chapeau de Picsou et d'aller explorer cet environnement. On reset et on voit un peu comment les choses se présentent.
Ok, on part à la situation, on voit des trucs qui brillent, on ramasse les pièces. Là, on voit du orange sur la commode, on sait qu'on peut interagir avec et l'ouvrir, on sait aussi qu'on peut s'accroupir, hop, plus de mailles pour la cause. Il y a du orange sur le rideau également, magnifique, à part que là, il n'y a rien derrière, mais c'est également une indication que c'est pas parce qu'il y a un ingrédient qui sert toujours forcément à quelque chose. On explore la prochaine salle, et là on découvre une ouverture sur le plafond. C'est intriguant, et on commence à regarder où ça connecte et comment possiblement s'y rendre. Ok, là il y a une poutre plus basse, mais c'est encore trop pour le rouge. Pas de stress, on se prend une note mentale, et on continue l'exploration pour le moment. On arrive dans une nouvelle pièce, pas d'orange ici, inutile de perdre son temps à essayer d'ouvrir ces tiroirs, on continue. Là, on ouvre un autre rideau, ok, il y a un tableau derrière celui-là. Ici, on peut voir que la poutre qu'on suivait donne de l'autre côté de cette porte bloquée et qu'il y a du loot dedans. Fin de la piste, il est temps d'essayer autre chose. On switch au bleu parce qu'on sait qu'il saute plus haut que les autres canards et on réattaque la poutre basse, mais ça reste trop. Aucun problème, on appelle le vert à la rescousse et on s'improvise un escabeau. Maintenant que le bleu est rendu sur la poutre, on peut s'accroupir pour aller moins vite et faire attention à ne pas tomber. Et on découvre ce qui se cache de l'autre côté de l'ouverture, et il y a du gros loot. Et des subblades, of course. Intéressant, mais toujours pas de chapeau par contre. On retrouve la pièce devant laquelle on a laissé le rouge, et on réalise que si on tombe, on pourra pas remonter sur la poutre parce qu'elle va être trop haute. Mais il y a un rideau, on devrait être correct. On ramasse le loot. On ouvre le rideau pour réaliser qu'une grille nous empêche de sortir. Si on veut pouvoir continuer à utiliser le bleu de saut plus haut, il va falloir trouver un moyen de sortir d'ici. Le rouge est le plus proche, on va l'utiliser pour enquêter autour de la pièce. Ok, là il y a une ouverture, pas de mécanisme apparent dedans, mais par les grilles sur les côtés, on peut voir qu'il y a des trucs autour. On continue à fouiller, et pouf pouf, on finit par trouver le mécanisme qui permet d'ouvrir la grille et libérer le bleu. Nice, il y a un gros diamant derrière ce rideau. On longe le mur pour voir où ça connecte. Ah ah, il y a une autre grille sous la table ici.
On fait le tour rapidement et on accède à une pressure plate. Parfait tout ça. Par contre, ça va nous prendre plus de canards pour cette histoire. Comme c'est le bleu qui a découvert la grille, on va lui laisser le privilège d'aller explorer de l'autre côté. Mais comme personne d'autre ne peut sauter aussi haut que lui, on va devoir réutiliser la collaboration pour aller activer la pressure plate avec le rouge. Là c'est pas de chance, on vient de prendre 2 flèches dans le museau et on a perdu 2 cœurs d'un coup. Mais on a retrouvé le diamant. Mais il est derrière notre grille. Pas de souci, on contrôle justement le bleu qui saute plus haut, on a bien fait de le libérer, mais ça reste encore trop haut. Pour ce diamant, va falloir aller chercher le rose et commencer à combiner collaboration et habilité, le tout saupoudré d'une petite passe de saute-mouton. Au passage, si t'es curieux, il y a 5000 $ de loot à ramasser dans la situation en tout, et ça prend un gros 20 secondes à compléter si tu sais déjà où est le chapeau et comment y accéder. Arrivé au bout de la poutre, on peut maintenant tomber de l'autre côté de la grille et ramasser un gros diamant bien mérité. Maintenant que ça c'est fait, on regroupe le rose avec le vert et on va s'attaquer au loot qu'on avait vu protégé par les sommets. On examine le tableau et pif, on découvre un bouton caché. Bon, dans cette situation de gameplay, lui, il est relativement impossible à trouver par soi-même. Mais, dans le jeu final, c'est le genre de choses que tu vas pouvoir découvrir grâce au livre du rouge. Alright, il reste maintenant une dernière chose à faire, c'est résoudre le puzzle pour trouver le chapeau, et ça, je vais le garder secret pour le moment. Une fois que le puzzle est résolu, hop, on trouve la pièce cachée dans laquelle le chapeau nous attend, on le ramasse, ce qui complète le niveau. Et voilà, ça fait le tour de là où on en est avec le prototype de Quacktails après un mois de développement et la démonstration des moteurs dont on a parlé la dernière fois au travers de la situation de gameplay. C'est pas parfait, il y a encore 1 million de trucs à faire, mais j'ai vraiment hâte de savoir ce que t'en penses, ce que t'as aimé, ce que t'as trouvé intéressant ou pas aussi. La semaine prochaine, on termine le dénouement de mon arrivée au Japon. Peace.